tous les trois. Le sujet du jour, c'est la porosité entre expérience candidat et expérience client. On s'est centré du coup plutôt sur les entreprises du retail parce que l'impact est très facilement visible. Et on a aujourd'hui, je vais vous laisser vous présenter peut-être dans l'ordre. Parfait. Je suis Clara Elvy, je suis la directrice du développement RH pour Lidl France, et donc ça inclut la marque employeur, le recrutement et la gestion des talents. Donc Charlotte, DRH pour Boulanger France. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et donc Benoît, je représente IKEA et je suis responsable marque employeur et recrutement. Ce qui est toujours intéressant pour les gens, c'est de pouvoir avoir un peu juste votre parcours, d'où vous arrivez et ce que vous allez faire en 3 minutes chacun, peut-être, histoire de savoir comment ça se structure, pour connaître un peu vos sensibilités et vos axes de lecture à chaque fois. Ça fait 2 ans que je suis sur le poste. Avant, donc je vais faire en rétrospective inversée. 2 ans sur le poste. Avant ça, j'étais dans le contrôle de gestion au siège d'IKEA pendant 2 ans. Avant ça, j'étais dans le contrôle de gestion en magasin chez IKEA. Donc ça fait 6 ans et demi que je suis dans cette belle boîte bleue et jaune. Et avant ça, je passais 10 ans dans un autre groupe bleu et blanc, DK, avec donc une aspiration retail. Voilà, à peu près pour mon parcours. Alors chez nous, on dit qu'on a le sang orange, tu vois, c'est un peu... Donc moi, je suis chez Boulanger depuis 12 ans, j'ai fait 10 ans de magasin, de chef de secteur, directrice de magasin, directrice régionale. Ensuite, j'ai repris notre filiale de relations clients en étant directrice générale, parce que chez nous, elle est filialisée. Et c'est assez marrant, parce que quand on s'est rencontrés avec Mathieu, et on en parlera tout à l'heure, on a très vite fait le parallèle entre nos clients et nos candidats. Et j'ai repris la DRH de Boulanger depuis 7 mois maintenant, voilà, sur la France et l'univers aussi filiale, donc notre filiale de relations clients et filiale SAI. Moi, je suis arrivée en 2012 dans une marque aussi bleue et jaune. Vous allez voir, il y a plein de points communs entre IKEA et Lidl. Outre le fait qu'on soit des marques bleues et jaunes et dans le retail. Donc 2012, j'étais sur la gestion des talents, donc l'évolution interne qui fait partie quand même de l'ADN de Lidl. 2016, j'ai repris le périmètre en plus de la gestion des talents, de la formation. Et à mon retour de congé mat, quelques mois avant le Covid, et ça on ne le savait pas, on m'a confié le recrutement de la marque employeur. Donc commencer recrutement de marque employeur 2 mois avant le Covid, c'était une expérience très sympa, notamment dans le retail, parce que voilà, mais on aura l'occasion d'en échanger. Voilà, et donc voilà mon périmètre actuel. Bien. Merci beaucoup. L'idée, c'est de planter le décor assez vite sur comment ça s'est passé chez chacun de vous, sur ce mindset et cette prise de conscience de la porosité qu'il peut y avoir entre vos candidats et vos clients, sur les différents... en fait, et d'une, sur le constat, sur l'ADN de boîte et est-ce que c'est ancré ou est-ce qu'il a fallu l'insuffler. Est-ce que ça arrive des RH ou est-ce que ça arrive du marketing? Enfin, plein de petits sujets. Le but, c'est d'aller planter le décor sur la prise de conscience et comment ça s'est passé. On va avancer un peu en mode entonnoir. D'abord sur la prise de conscience, et après, on avancera sur les cas plus concrets de comment on fait et comment ça se passe. Prise de conscience? Je veux bien commencer. En fait, nous, ce qui est assez marrant, enfin marrant ou pas marrant d'ailleurs, c'est que c'était géré. En tout cas, toute notre expérience client et gestion de CV était uniquement gérée en région par le RH opérationnel. Donc, avec du coup une certaine autonomie, ce qui est très positif, ce qu'on aime en tout cas chez Boulanger, traiter beaucoup de nos sujets en local, mais ce qui amène aussi très vite à des limites, puisque selon le temps passé ou les actus des régions, on n'avait pas du tout le même dispositif et les mêmes méthodes mises en place. Et moi j'arrive à la DRH sur l'été dernier, et ce qui est assez rigolo quand vous changez de job comme ça, c'est que il n'y a pas un moment quand vous êtes à la relation client ou directrice régionale où vous arrivez
un week-end chez des amis, on vous dit « Ah bah tiens, je suis allée chez Boulanger ce week-end. Bon bah voilà, j'étais mal accueillie, mon produit ne fonctionne pas, mais ça n'est pas grave. » Bah, c'est détaillé, ça vous arrive à tous. Et puis là, en fait, dans cette nouvelle casquette, je suis arrivée à des dîners où on me disait « Ah bah tiens, j'ai un collègue qui a postulé chez toi, il n'a pas eu de nouvelles. » Ou il a une réponse automatique, ou alors ça a été méga long. Et en fait, j'ai vraiment une prise de conscience de me dire, mais en fait, ce qui est encore pire quand on postule, c'est qu'il y a de l'affect, et que quand on raconte dans l'entourage, et qu'on est mal considéré, ça a quand même vraiment des gros impacts. Et donc, je suis allée avec mon bâton de pèlerin dans mes premiers codir en ayant envie de créer, en tout cas autour de moi, un poste de recrutement et de marque employeur, parce que chez nous, ça n'existait pas puisque ça avait été vraiment délocalisé. Et donc les premières fois, on vous explique qu'il n'y en a pas besoin parce qu'on a des RH qui font le travail. Et après, je pense qu'on en parlera dans les deuxième ou troisième parties, mais après, ça a été vraiment de modéliser et de montrer concrètement ce que ça a donné. Et donc moi, le premier conseil, en tout cas, c'est vraiment de mettre des KPI sur tous les sujets, c'est-à-dire que même moi, dans le codir France Boulanger, mon collègue patron du réseau ou patron de l'offre n'avait même pas conscience du nombre de CV qu'on recevait sur une année et de comment on les gérait. Donc c'est vraiment après de mettre une culture de symétrie d'attention entre clients et candidats, et ça vraiment ça a fait changer les choses chez nous, même si on est sur le début d'un nouveau process en création de poste, puisque ça fait 4 mois maintenant qu'on a créé ce poste, et en travaillant avec des nouveaux partenaires. Donc voilà un peu pour votre premier retour d'expérience que je peux vous faire. De notre côté, c'est un peu similaire. Historiquement aussi, toute la partie recrutement et administration gérée par les unités en local. Et il y a 4 ans maintenant, on a une réorg de l'organisation Monde, mais du coup aussi de France, avec une centralisation de la partie recrutement, marque employeur, donc au siège social à Plaisir, dans le 78. L'idée étant de standardiser les process, harmoniser un petit peu l'approche, et notamment celle de la marque employeur. C'est marrant ce que tu dis sur le codir. Je suis intervenu il n'y a pas très longtemps pour présenter notre stratégie sur les prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut faire chez IKEA France en matière de recrutement. Et le DG a dit « Waouh, je ne m'en rendais pas compte de tout ce que vous faisiez, je ne me rendais pas compte du volume, donc 200 000 candidatures sur l'année. » Et que le DG prenne cette conscience-là, cette prise de conscience, c'est quand même assez fort. Et après, non, la prise de conscience, je pense qu'on va avoir la même chose avec Claire sur l'IDEM, on en a déjà parlé. Mais c'est effectivement, tu prends le poste, chez IKEA, j'ai la dernière bibliothèque. Et sinon, moi je suis en RH maintenant. Et c'est marrant, Corentin pourrait nous en parler sur Decat, mais quand je bossais chez Decat, c'était putain, ça a l'air sympa de travailler chez Decat, vous avez tous le sourire et tout. Vous avez l'air de tous faire du sport le midi, j'ai l'impression que vous sortez de la douche et tout. Vous avez des super produits aussi. Mais moi, la prise de conscience perso, c'était je veux reproduire dans mes dîners de famille et d'amis cette espèce d'engouement, cette espèce d'affect marque employeur, et transposer cet affect qu'on a avec les bibliothèques, les piscines à boules, les boulettes, mais sur nos métiers chez IKEA. Alors, je nous pensais en retard, mais finalement, on avait un coup d'avance. Après, effectivement, exactement ce que vous avez dit, nous, la prise de conscience, elle a commencé en 2012, de dire on recentralise parce que c'est absolument pas clair. Pour un candidat de se dire mais en fait je postule sur le même poste entre Strasbourg et Rennes, sauf qu'il y en a un qui me demande un bac avec 10 ans d'expérience et l'autre il me demande un bac plus 8 sans expérience, pourtant c'est le même poste. Donc il y avait vraiment une nécessité d'harmoniser effectivement nos processus de recrutement, notre marque employeur pour qu'elle soit lisible aussi par l'externe et notamment par nos candidats. Et du coup, assez tôt dans ce processus d'harmonisation, dès 2016, alors pour les plus anglicistes d'entre nous, il y a le mot One Brand, donc une seule marque qui est apparue
en disant il n'y a pas la marque commerciale Lidl avec les produits, il n'y a pas la marque employeur pour les candidats et les collaborateurs, il n'y a pas la marque corporate, il y a une marque, alors en français on dirait la marque tout court, qui est un concept. Et donc très tôt, il y a eu cette base-là de dire c'est une et une seule marque, la marque Lidl, et ces marques-là s'influencent soit dans des cercles vertueux, soit dans des cercles vicieux, à nous de choisir. Mais en tout cas, il y a des effets de balancier entre ces différentes marques. Alors pour les plus, la métaphore du diamant que j'emprunte à Decathlon, qui est de dire, en fait, il y a une marque qui a plein de facettes, la marque commerciale, la marque corporate, la marque employeur, et il faut faire rayonner toutes les facettes du diamant, et effectivement, elles s'influencent. Donc très tôt, il y a eu cette prise de conscience du One Brand, mais comme vous le disiez, entre la prise de conscience de oui, il y a une marque avec plein de facettes qu'il faut adresser, puisque nos clients peuvent être nos premiers candidats, ou nos candidats peuvent devenir clients ou sont déjà clients. Voilà, et donc comment on fait pour que ce soit des cercles vertueux qui se mettent en place entre ces différentes facettes de la marque. Voilà, et donc on travaille, mais comme vous l'avez dit en disant, on travaille des services différents, hein, puisque c'est la publicité, je vous apprends rien si je vous dis que c'est la publicité qui fait la publicité de nos produits. Voilà, moi aussi j'ai droit à le Monsieur Cuisine, c'est vraiment bien, ou le service client, voilà, mais comment on fait pour qu'au passage, il y ait aussi la même expérience côté candidat, qu'on fasse vivre une super expérience, d'autant plus quand nos candidats sont des clients. Et c'est tout le sujet qu'on va adresser. J'essaie d'aborder, si je dois résumer un peu les quelques points, un sujet assez clé, c'est la marque employeur et la relation avec les candidats ne peut se gérer que quand elle est unifiée et elle est portée au sein de la marque et au sein du siège, pour qu'après elle redécoule dans les réseaux et auprès des RH en région, pour que tout le monde ait la même voix. Ça passe aussi par, ce que je comprends, c'est l'unification des process et une harmonisation. Que le candidat postule à Metz, à Brest ou à Marseille, il faut qu'il ait une expérience avec la marque qui soit similaire. Et cette prise de conscience également, elle se fait facilement dans les équipes recrutement marque employeur, voire même des RH, avec cette relation qu'on peut avoir avec des humains qu'on peut croiser à droite à gauche sur quel est l'affect que les gens ont par rapport effectivement au produit, mais aussi par rapport à l'entreprise et par rapport au fait d'aller y travailler. Et c'est toute cette logique du diamant. Il n'y a plus de marque employeur qui est cloisonnée avec la marque commerciale. Il y a un vrai sujet de différentes facettes d'une marque globale. On attaque dans le concret et dans le dur du dur. Comment ça se traduit Claire, je vais te laisser la main sur la partie... je vais dire, je vais me passer le micro. Sur la partie... comment est-ce qu'on fait pour avoir cette marque unifiée? Quels sont les effets et les points clés que tu as vus où tu t'es dit, tiens, cette marque en fait elle est unifiée, ça marche mieux si on parle d'une seule voix. Comment ça se passe chez Lidl? Alors, je vais être basico-basique, je vais citer des exemples très concrets de comment on travaille ensemble sur les aspects. Voilà. Donc, déjà, il y a 3 services qui sont autour de la table. Il y a les RH avec la marque employeur d'un côté, pour la marque employeur et la relation aux candidats et aux collaborateurs. Il y a la publicité qui est donc en charge de véhiculer la publicité de nos produits. Et donc qui s'adresse aux clients ou aux potentiels clients, et il y a la communication, le service communication qui s'adresse à la marque corporate, entreprise, organisation, ses convictions, etc. Et donc déjà ces 3 services et ces 3 membres différents du comité exécutif, puisque les RH sont reliés par définition à la directrice exécutive des RH, la communication corporate est reliée à notre président, et la publicité, par définition, est reliée à notre directeur exécutif des achats. Donc déjà, on est dans 3 directions différentes, et déjà de se dire, ok, on va se mettre autour d'une table et travailler ensemble. Et alors, je voulais parler d'exemples concret, hein, de se dire, ok, typiquement l'animation de nos réseaux sociaux. Alors, on a tâtonné, hein,
voilà, je vous dis rien, je vous cache rien. On s'est dit, bah voilà, il y a des réseaux, TikTok, Facebook, Instagram, c'est plutôt côté produit. Par contre, LinkedIn, ça c'est votre chasse gardée au RH, etc. Mais en même temps, donc une fois qu'on avait partagé les réseaux, on s'est dit oui, mais en fait, même sur LinkedIn, nos ouvertures de supermarchés, ça peut quand même être intéressant de les adresser. Ou là, on est un des acteurs du salon d'agriculture qui se déroule en ce moment. Bah, c'est quand même des sujets qu'il faut adresser, même si on est sur LinkedIn et que ça s'adresse prioritairement à l'emploi. Et bah, comment on travaille, comment on fait un calendrier éditorial où chacun a sa place, où bah, quand nous on communique, on est relayé sur les autres réseaux, comment la pub peut nous aider, comment la communication peut nous aider, voilà. Et donc je confie, c'est pas toujours facile parce qu'on a chacun ses objectifs, chacun son budget, sans rien trahir, voilà, chacun ses objectifs, chacun son expertise. Je crois qu'il faut vraiment respecter l'expertise de chacun. C'est pas toujours facile parce qu'on se dit, quand on nous demande à nous, bon, c'est quoi tes objectifs? Bah oui, c'est plus facile de dire combien je veux vendre de Monsieur Cuisine que de dire, moi, concrètement, qu'est-ce que j'espère? Bah, ok, j'espère tant de candidatures, mais c'est variable de plein d'autres domaines, le nombre de postes, enfin voilà. Donc, il y a vraiment ça, il y a vraiment ce discours en commun, de se mettre autour d'une table, de se dire ok, on a chacun nos expertises et comment on fait ensemble vivre cette marque Lidl tout court. Voilà, j'ai essayé de vous donner des exemples concrets, mais je crois Juste que... pour info, c'est filmé, et on peut couper au montage, donc si tu veux te lâcher un peu, tu peux. J'ai pas dit de mal de mes collègues, hein. Je veux bien rebondir parce que je souriais dès que tu as commencé, parce qu'effectivement, il va falloir, où il faut vraiment sortir des silos. Et nous, on travaille un peu différemment. On a une direction transfo qui nous a apporté vraiment une méthode sous forme de lettres de mission et d'écriture de recommandations. Donc, quand quelqu'un est missionné sur un sujet transverse, comme la marque employeur chez nous, il a le mandat de la DG pour aller réunir en fait les parties prenantes et c'est lui qui va faire la reco et la prise de décision se fait après 5 minutes en tour de table codir. Et donc ça nous a permis aussi vraiment de désiloter et ne pas être dans la guéguerre entre guillemets de budget, de non mais en fait Charlotte ton sujet il est hyper important mais là en fait on est vraiment sur le business, la vente de produits et donc c'est déjà de prendre ces sujets là comme un axe strat business classique mais aussi d'avoir le mandat pour pouvoir le traiter et des fois du coup le traiter en transversalité un peu différemment mais ça demande un chemin et aussi après des rituels de suivi parce que sinon il y a toujours beaucoup d'envie dans les réunions pour pouvoir axer ou décider des choses mais après chacun repart dans son quotidien donc vraiment d'impulser une forme un peu différente de responsabilité de décision, ça aide aussi à accélérer des sujets comme la marque employeur qui demande beaucoup de transverse parce que c'est ni un sujet que DRH, ni un sujet que marketing, ni un sujet que budget, mais c'est bien un sujet des 3 ou des 4 parties prenantes. Et dès qu'il y a eu la bonne prise de conscience, maintenant c'est bien décidé, et en tout cas ça c'est un conseil ou une envie de travailler vraiment par mandat de décision pour pouvoir aller plus vite. Et désiloter vraiment ce sujet-là. Il n'y a pas besoin de le couper, ça, du coup, j'assume. Je vais essayer de ne pas dire trop de choses à couper. Justement. Non, pour la petite histoire, on est venu avec Claire donc ensemble, donc on s'est lâché dans la voiture. On a fait le petit sas de décompression. Non, je vais rien réinventer, si ce n'est un truc qu'on s'est dit justement dans la voiture et qui rejoint le One Brand. Qui est important en termes de stratégie, mais qui est aussi important pour qu'on arrête parfois de se regarder le nombril. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai parlé de mon métier à quelqu'un qui m'a dit « mais c'est quoi la marque employeur ?» Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est, donc, vulgarisant, moi je fais du marketing, mais du marketing de nos carrières. J'essaye de vendre ce qu'on propose et ce qui est travailler chez CAP. Mais le One Brand, c'est aussi ça, c'est comment on parle de nos carrières, comment on parle de nos métiers, mais sans pour autant parler de la marque employeur. Enfin, c'est pas le but.
Comment dans les pubs télé, on vient vendre un produit, mais il y a aussi un vendeur qui est présent sur ces pubs télé. Donc nous, chez IKEA, il y a effectivement, comme mes collègues et comme vous sûrement, cette approche 360 avec un budget qui est néanmoins plus sur le marketing et la communication. Les RH, on n'a pas souvent la plus grosse part budgétaire, si ce n'est à la salariée. Donc il faut qu'on travaille ensemble pour avoir les moyens, et puis de toute façon, il faut qu'on travaille ensemble d'un point de vue stratégique. On ne va pas avoir des directions qui sont différentes. Tu parles de sujet, Charlotte, pour moi c'est un fil rouge, comme doit l'être E&I, comme doit l'être sustainabilité. C'est pas un sujet qui sera là cette année et puis l'année prochaine on n'en parle plus. C'est comment c'est un fil rouge dans nos communications, dans nos pubs, et comment on s'assure que dans les plans médias, ok, bon, je lance tel produit, je lance telle communication. Est-ce que j'ai parlé d'E&I? Est-ce que j'ai parlé de sustainability? Est-ce que j'ai parlé est-ce que j'ai de l'axe employeur derrière? Ok, c'est bon, check, on peut avancer. Je le vois plus comme ça. Et après, pour pas tuer le timing non plus, comment on fonctionne aussi chez IKEA. Ça fait un an et demi, là, on se focalise sur le repositionnement de l'enseigne et quelle aura on a sur plusieurs sujets. La marque employeur en est un. Et donc on a ce qu'on appelle le Positioning Forum qui est organisé tous les 2 mois. Tous les 3 mois, sur lequel on vient prendre 4 sujets, dont la marque employeur, avec cette approche 360, avec la directrice adjointe, la directrice marketing, la directrice communication, etc. Donc on a vraiment cette approche lors de ce forum, alignement stratégique, et après on y va. Très bien, merci beaucoup. Un des points assez clés et qui est un trait commun chez vous trois, sur vos 3 enseignes plutôt, il y a un attachement hyper fort à la marque à chaque fois. Il y a un truc humain. Je pense qu'il y a énormément de Français qui ont des meubles Ikea chez eux. Il y a Lidl est une marque où en part de marché ça grossit de plus en plus sur la partie retail alimentaire. Il y a un attachement très fort sur les gens qui sont prêts à faire des kilomètres de plus pour aller chez Boulanger plutôt que d'aller chez Darty ou un autre truc. Il y a un attachement aux marques à chaque fois. Comment est-ce qu'on utilise cet attachement humain à la marque commerciale pour en faire un levier d'attractivité derrière? Comment est-ce que l'un vient servir l'autre? Est-ce que peut-être du concret ou des trucs comme ça, ou comment est-ce qu'on fait pour faire coexister ces 2 trucs pour justement, tu parlais de ton challenge de oui, j'ai une étagère Billy, mais que les gens commencent à penser au fait de venir bosser chez Ikea. Je pense que la meilleure réponse, c'est ce que voient nos clients. Quand ils viennent dans les enseignes, je parlais tout à l'heure du vendeur chez Decat, je pense que quand on pense aux vendeurs chez Ikea, on a plus de sketch du palmacho, du gars qui dit je te meule, là-bas, vous prenez le raccourci, c'est au fond. Un peu plus cette vision et qui évolue. Par contre, je pense qu'en tant que client, en tout cas je raisonne comme ça personnellement, mais en tant que client, si je vais dans une enseigne que le gars est souriant, qui a l'air d'y avoir une bonne ambiance de travail, je ne dis pas que c'est pour Pélope, mais un environnement de respect, de bienveillance, ça me donne quand même plus envie de y aller. Et puis je rajoute la dose produit, c'est-à-dire que je sais pas ce que c'est de travailler chez SpaceX par exemple. Mais c'est une boîte qui, je sais pas, génère un truc en moi, d'innovation. Après on n'aime pas Elon Musk, et il se passe un truc. C'est un peu ça qu'on doit générer dans nos boîtes. Cet attachement à la marque doit générer quelque chose et un call to action un petit peu de la part de nos candidats, que cette graine elle soit fixée, et puis le jour où ils sont en recherche, tiens, je pense à Ikea, je pense à Boulanger, je pense à Lidl. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les gens déménagent avec leur sac Ikea, vont au marché avec leur sac Ikea. J'étais en Suède il y a quelques mois, il y a un musée Ikea à Helmut, avec une boutique à la fin, comme dans tous les musées. Je pense que c'est une des premières boîtes où je vois des collaborateurs aller là-dedans et sortir avec 150, 200 € de produits dérivés Ikea, mais juste parce qu'il y a cet attachement à la marque
Et je suis très content parfois d'avoir mon suite Ikea avec un parc de bottes derrière, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bottes comme ça, et c'est là où on a gagné. Maintenant, il faut transformer le client en candidat. Nous, on n'a pas encore de suite ou des sacs à dos. Non, alors, on travaille aussi beaucoup en interne avec une core team en fait, qui, dans chaque région, a envie aussi d'incarner la marque employeur. Et ça fonctionne en tout cas très bien et on sent vraiment un engouement, rien qu'en interne, de collaborateurs qui lèvent la main en mode ouais, le groupe de travail sur la marque employeur, moi j'aimerais bien raconter mon histoire. Et en fait, nous on a été beaucoup dans le syndrome de la famille Mullet quand même, de peu communiquer sur toutes les belles histoires ces dernières années. On a quand même 100% de nos directeurs de magasins qui sont issus de la promotion interne et des parcours magnifiques. On en a plein à raconter. Moi, j'en suis aussi le bon exemple, rentrée toute jeune après mes études. Mais on ne communique pas assez. Et on voit que dès qu'on le fait, en tout cas, ça interpelle la jeunesse, ça interpelle les candidats, parce qu'on a aussi, c'est le Sud-Ouest qui est très promoteur là-dessus et qui est très en avance de phase, qui nous dit le nombre de candidatures qu'on reçoit par des jeunes qui disent en fait j'ai vu l'histoire de Manon qui est rentrée en alternance, qui est directrice de magasin et c'est possible chez vous et c'est possible en accéléré. Tout ça, ça nous montre aussi que le vivons heureux, vivons cachés, il faut vraiment l'arrêter et être fier de tout ce qu'on fait. Et donc ça, c'est vraiment, après, quand tout est bien écrit au national, d'avoir aussi les ambassadeurs qui communiquent juste, qui communiquent bien, qui sont hyper fiers de le faire. Je pense que c'est aussi un levier hyper important. Comme ça, quand on va créer des suites, je pense qu'ils seront tous contents de le porter, mais il faut aussi que ça soit pas, entre guillemets, du fake ou juste une histoire marketing, mais vraiment qu'on est tous les bons ambassadeurs de nos marques en interne. Je pense que c'est vraiment important. Je vais citer quelques exemples où effectivement on s'est dit nos premiers candidats seront forcément parmi nos clients. Voilà, et donc assez tôt, je pense que vous avez vu nos affiches de recrutement, c'est nos propres salariés. Les phrases qui sont dessus sont des phrases issues de groupes de travail de ce poste-là. Donc quand on dit je participe à l'équipe ou j'ai envie de grandir en équipe, c'est des phrases qui ont été décidées par un groupe de personnes qui occupaient ce poste-là. On a des points très forts qui sont de dire on affiche transparence de nos salaires et ça on l'a fait très tôt et on continue à le faire. Voilà, on fait les job dating dans nos supermarchés et ça marche super. Alors notamment dans la phase post-Covid où les difficultés de recrutement étaient très importantes, et les job dating en supermarché en disant viens prendre un café et emmène ton CV marchait très bien. Et si c'était pas le client direct, c'était la maman qui traînait son jeune en disant viens, ils ont un poste en alternance pour toi ou un CDI étudiant. Voilà, donc très tôt, on a eu cette prise de conscience que nos supermarchés sont nos premières vitrines marque employeur. Donc vous retrouverez nos affiches, nos offres d'emploi placardées entre guillemets dans nos supermarchés s'il y a des recrutements. Nos supermarchés se sont habillés de Vitrofani pour les supermarchés où il y avait le plus de difficultés de recrutement. Je regarde du côté de la Suisse, vous voyez, où nos supermarchés se sont tous dotés de rejoignez-nous avec des QR codes sur les vitrines, les façades de nos supermarchés. Donc il y a quelque chose de très ancré, et quand on parlait de la direction business, chez moi ça semble assez évident, c'est plutôt la direction business qui dit bon alors les affiches de recrutement voilà, post-négociation annuelle obligatoire, on est en plein dedans, puisque les salaires vont changer au 1er mars, qui est demain. Ce qui est demain, dire ok, les affiches, comment on affiche ces nouvelles affiches avec les nouveaux salaires, faut pas que ça traîne puisque avec l'inflation, il faut que nos salaires soient à jour. Je sais plus qui me parlait de nos arrières de camions logistiques qui ont aussi nos offres d'emploi. Donc on a très vite su se dire en fait on a une surface
nos propres supermarchés, nos camions, etc., qui sillonnent la France, sont une superbe surface d'offres d'emploi, une super vitrine qui marche peut-être mieux que notre site carrière, que toutes les offres qu'on peut poster sur tous les job boards. Voilà. Et voilà, je vais vous citer comme ça des exemples. Les job dating en supermarché, ça marche super. Sur nos plateformes logistiques, on fait des journées portes ouvertes. Où pareil, l'objectif c'est de dire bah, viens découvrir l'envers du décor. Mais il y a la mamie qui traîne son petit-fils en disant bah, viens, je vais te montrer, voilà, parce que moi je suis fan de la marque, je suis client. Mais voilà, et ça donne lieu, on a comme ça ouvert une plateforme logistique dans le sud de la France et on a eu sur une après-midi, alors les recruteurs ont eu un peu peur parce qu'il y a eu 500 personnes qui sont venues et donc où on se disait bon ils viennent visiter, il y aura pas de, on avait prévu vaguement de pouvoir discuter avec les gens qui étaient intéressés en fin de parcours, sauf qu'il y a eu près de 400 entretiens en fait. Donc ils ont eu la peur de leur vie, ils ont géré, ils ont super bien géré, mais voilà, mais c'est des opérations comme ça où bah, on ouvre nos portes et bah, ces métiers qui sont peut-être un peu moins visibles, hein, la logistique ou d'autres métiers, les métiers sièges, etc., où bah, en fait on crée un lien direct et effectivement les premiers à venir c'est nos clients. Voilà, et ils sont déjà dans nos supermarchés, ils connaissent moins nos plateformes logistiques, mais voilà, donc 2-3 exemples comme ça assez marquants. Et nous, du côté des goodies, on a nos baskets Lidl que j'ai oublié de mettre ce matin. Je viens de m'en mordre les doigts. Voilà, mais oui, il y a un phénomène d'attachement. Alors, pour la petite histoire, les baskets Lidl, la première fois que c'est passé, on s'est dit, mais jamais personne n'achètera ça. Voilà. Et là, il y a eu un méga buzz en Belgique, et avec des influenceurs, etc. Et là, c'était parti. Et voilà, donc ça c'est la petite histoire des baskets Lidl et de tous les goodies, parce qu'il y a les plaquettes, les chaussettes, les pulls de Noël, voilà. Là, je voulais rebondir sur un truc que tu disais, sur effectivement les magasins, et on parlait de budget juste avant. Aujourd'hui, je ne pourrais pas chiffrer combien coûterait. Donc nous, Ikea, c'est 56 millions de visites dans les magasins, 180 millions de sessions sur le site internet. Combien coûte un budget marketing sur un encart sur les réseaux? Et je pense qu'il n'y a pas moins cher que ces publicités-là. Assurément. Et un des challenges, et j'y pensais en vous entendant, c'est pour nous comment on fait comprendre à nos interlocuteurs internes que marque employeur, c'est pas une campagne de recrutement. Mais c'est mon client vient pour acheter, faire ses courses à Lidl, acheter son mi-fiche chez boulanger par exemple, et je vois un truc, un panneau boulanger recrute ou quelqu'un qui a l'air souriant avec la tenue de travail. Je suis peut-être pas ouvert au marché, mais voilà, c'est une graine qui a été plantée dans mon cerveau, qu'il y a des carrières, il y a effectivement des métiers auxquels je ne pensais pas. Chez Ikea, moi je pense au métier d'architecte d'intérieur, dans tous les magasins on en a. On a aussi des plateformes logistiques, on a des gens qui servent les boulettes, ça paraît tout bête, mais on fait rarement le parallèle que la boulette elle n'a pas été préparée par une machine, il y a vraiment quelqu'un qui l'a mise dans l'assiette, qui l'a préparée en prod alimentaire avant. Donc c'est comment on parle de ces métiers pour que le jour où la personne elle est en recherche, elle ait ce déclic aussi assez facile. Dans les exemples que tu avais donnés, Claire, en préparant la table ronde, il y avait cette comparaison entre les budgets médias de marque employeur à l'extérieur et le budget qui a été mis en place pour le recrutement en magasin. Je trouve que c'est un élément assez probant. Tu peux nous en parler un peu? Oui, alors on a fait notre première campagne marque employeur à la télé il y a 2 ans maintenant, parce que c'était en 2022, pour ceux qui s'en rappellent, et donc on avait choisi le parti pris de dire ce n'est pas le salarié Lidl qui parle de son expérience, c'est le proche. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, le père et la fille, les sœurs, etc. Et on était parti du fait que les proches étaient plutôt contre.
parce que c'était un des paradoxes, c'était les gens disaient, et moi en fait je m'éclate chez Lidl, par contre quand j'ai dit à ma famille que je postulais ou que j'allais intégrer Lidl, ils m'ont tous dit mais n'y va pas, voilà. Et donc on a joué sur ce paradoxe en disant on veut casser les clichés. Alors les clichés de la grande distribution, de nos métiers et de Lidl. Et donc on fait cette campagne-là, donc évidemment une campagne d'ampleur, puisque quand vous allez en télé, ben, il faut relayer dans le mobilier urbain, il faut relayer dans la presse, etc. Et au même moment, vu qu'on avait cette tradition-là de mettre nos offres d'emploi dans nos supermarchés, ben, on se dit, ben, en fait, on va reprendre ces affiches-là qui sont partout, dans la presse, etc., et les mettre en supermarché. Donc le père et sa fille, voilà. Sachant qu'à ce moment-là, il n'y a pas de... Alors de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, mais il n'y a pas de QR code, rejoignez-nous, etc. Il y a vraiment... Le but est de rappeler la campagne, en fait. Donc vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu en cinéma, vous l'avez entendu à la radio, et voilà. Et quand on a mesuré l'efficacité de cette campagne marque employeur, évidemment le premier support est la télé, rassurez-vous, mais nos affiches en supermarché avait eu, donc pour un coup, le coût du papier, hein, entre guillemets, avait eu le même effet que le cinéma ou que les podcasts. Et là vous dites, ah ouais, donc avec un budget 10 fois moindre, j'ai la même audience. Alors j'ai une audience particulière, puisque s'ils sont dans mon supermarché, ils sont vraisemblablement déjà clients. Voilà, mais et donc c'est dingue de se dire, ah oui, donc ça marche en fait. Peut-être dernier chiffre important, l'étude montrait, donc on se dit bah, c'est une campagne marque employeur, ça n'aura aucun effet sur la fréquentation de nos supermarchés. Et en fait, 77% des gens interrogés, donc dans l'étude post-test, disaient bah, moi ça me donne envie, cette campagne-là me donne envie de fréquenter un supermarché Lidl. 77%. Et là, quand vous allez voir la direction des achats en disant bon, finalement, je bosse pour toi. Il n'y a pas que toi qui bosse pour moi. Et que vous vous dites ah oui, donc une campagne marque employeur a cet effet-là de donner envie, voilà, même parmi les plus réfractaires à Lidl, ils disaient bah, ça a changé mon opinion sur Lidl. Et effectivement, comme le disait Benoît, ben oui, moi aussi, quand je vais chez le coiffeur, je préfère que la patronne, elle traite bien sa collaboratrice que de me sentir très mal. Et je pense que vous avez tous... où vous allez, vous vous dites, bah, moi, j'ai pas envie d'être dans un endroit où on traite mal son collaborateur, parce que vous vous mettez tous à la place. Il n'y a que moi qui suis un jour... non mais il y a que moi, rassurez-moi. Non, voilà, moi je suis un jour... J'étais dans un restaurant, le tuteur visiblement parlait très mal à son alternante, et j'ai pas pu. J'ai pas passé un bon moment. Pourtant, j'étais en train de me dire arrête, calme-toi, c'est pas grave, t'es une RH, c'est pas grave, mais je pouvais pas, je pouvais pas. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai parlé à l'alternante, elle m'a dit c'est horrible, etc. Je sais pas si je vais continuer, tout ça, et j'ai pas pu me taire, parce que j'ai pas passé un bon moment, mais 2, j'ai pas pu ne pas faire le feedback en lui disant non mais en fait c'est pas acceptable, etc. En payant l'addition, j'ai fait un feedback bien comme il faut. Voilà, mais on est tous comme ça, non? J'étais cliente, j'étais en vacances, techniquement je n'avais rien de RH, mais c'était pas possible en fait. C'est juste la réciprocité. C'était pas possible, je pouvais pas. Voilà. Pardon. Juste rebondir du coup sur ce que tu disais de client candidat. Nous on est très centré sur le client depuis toujours, avec un NPS client, avec une ADN forte sur pro, simple, sympa pour tous nos collaborateurs, etc. Et là ce qu'on se dit et ce qu'on est en train de travailler, même si pareil il faut convaincre, parce que la première fois que vous adressez ça en tour de table, le codir le mardi matin, on regarde en mode qu'est-ce qu'elle a pris ce matin Charlotte. Mais on va adresser une offre commerciale pour nos candidats. Et on est en train de travailler avec la performance, de se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait et comment on le mesure. Mais de se dire que tous nos candidats, à partir du 2e semestre 2024,
pourraient avoir un coupon ou une offre quand ils vont revenir chez nous pour pouvoir bénéficier quelque chose de particulier en mode bah voilà, vous faites partie de la team et en tout cas vous avez donné un intérêt à Boulanger et nous on vous en remercie et on vous fait une remise sur un produit, sur un service et on est en train de le caler. Mais nous on est vraiment dans être toujours au bon prix, donc on travaille vraiment l'alignement prix, etc. Et donc la première fois, et je refais le parallèle avec nos sujets d'avant sur les budgets, si on travaille avec le marketing, donc la première fois que vous adressez ça, c'est non mais combien ça va nous coûter de points de marge et Charlotte, il y a quand même beaucoup de candidatures sur une année, donc comment... et c'est vraiment de se dire, non mais ça c'est différent, et ça fait aussi bien gérer son candidat, bien l'adresser, et en plus lui donner de l'importance, ça fait vraiment la différence demain quand nos candidats consomment, quand son entourage consomme, et ça fait aussi une préférence de marque. Et tout ça, ça rejoint vraiment ce qu'on se dit depuis ce matin, mais il y a vraiment un intérêt, en tout cas pour nous tous, de bien modéliser et d'avoir en tout cas dans sa poche un dire de perf ou une personne en tout cas qui peut nous aider aussi à bien modéliser et chiffrer. Parce que moi, avec mon passé de commerçante, ce que j'ai vraiment apporté là, ces quelques mois à la direction des ressources humaines, c'est déjà de passer souvent de l'intention à l'action et de mettre du rythme, mais aussi à chaque fois de mettre des euros et des KPI et de montrer que c'est pas juste les achats qui travaillent pour nous, mais vraiment qu'il y a un cercle vertueux à mettre en place, et ça c'est hyper important. Alors déjà, merci, parce que effectivement cette porosité candidat-client qu'on pousse depuis longtemps chez Yellow, et effectivement Boulanger est la première boîte à avancer avec nous sur cette démarche très forte de quand on crée l'attachement humain pour postuler dans une boîte, et ben en fait la frontière pour être client elle est hyper fine et elle est de plus en plus, et c'est toute cette démarche de transformer les candidats heureux en un client, c'est un truc qui est assez nouveau et qu'on pousse pas mal et qui va être une espèce de petite bombe dans le retail, parce que quand on reçoit 100 000, 200 000, 650, enfin 850 000 dans les grandes enseignes du retail alimentaire candidatures, c'est autant de personnes qui ont besoin de remplir leur frigidaire, qui ont besoin d'un micro-ondes, et les convertir en clients derrière est un élément hyper clé. Donc effectivement, je suis assez content de dire que Boulanger, qui est client chez nous depuis très longtemps, mais c'est les premiers à nous suivre sur cette démarche de glisser des bons de réduction dans les réponses aux candidats. Je vais devoir conclure parce que ça commence à popper sur WhatsApp. Le meilleur moyen pour aller communiquer avec les autres équipes, c'est de remettre beaucoup plus la culture du KPI et du chiffre. C'est un trait commun, je pense, que vous avez développé. Je pense que c'est le meilleur langage pour aller parler avec le reste des gens de l'entreprise, c'est de mettre des euros derrière. Est-ce qu'on peut, sous forme de conclusion, pousser sur cette approche de comment est-ce qu'on fait, vous parlez justement, Charlotte, de travailler avec la perf, comment tu fais, comment ça se passe, et est-ce que ça s'insuffle dans l'entreprise? Déjà, la première chose, c'est que tous nos KPI, en tout cas qui étaient travaillés plutôt au trimestre et sur du global réseau, je pense à votre taux de turnover, taux de rétention de CDI, enfin tous nos KPI RH qu'on connaît, on les a vraiment nous déjà recentrés sur tous les mois. C'est-à-dire qu'à chaque finalisation de Comdex, le 4 du mois d'après, on a tous nos KPI RH par région, par service. Quand je dis par service, c'est du coup par direction dans les services centraux. Et ça a été aussi hyper important dans la granularité de détails de ce qu'on voulait aller chercher pour mettre en place les bons plans d'action. Parce que ça, c'est la base après pour pouvoir être, je vais dire, impactant, pertinent et aller pousser, crédible pour aller pousser ces nouveaux sujets. Et ensuite, donc nous, on s'est rendu compte que notre problématique chez Boulanger, c'était en tout cas un taux de rétention assez important CDI des 2 premières années. Donc se dire, bon, ben, on a un travail à faire sur notre intégration, notre onboarding. On a un travail aussi sur la qualité de nos recrutements. Donc est-ce qu'on s'est bien recruté, comment on reforme nos managers, etc.
Et après de se dire comment aussi on met les bons... De savoir qu'on a beaucoup de départs dans les 2 premières années, ça met quand même pas les bons euros en face. Et donc on a modélisé avec la perf en se disant bon bah voilà, quand j'ai un candidat qui arrive, combien ça me coûte? Déjà le temps passé d'intégration, parce que souvent bah, ils vont 3 semaines dans tel magasin, alors selon les postes, hein, mais 3 semaines dans tel magasin, ils ont passé du temps sur nos e-learning de formation. Donc tout ça en fait on a mis des euros sur toute la chaîne de valeur. Et on a fait la même chose, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a fait la même chose par exemple sur un collaborateur qui va être en arrêt maladie, on a un accident de travail. Donc maintenant on a des coûts moyens en fait sur chaque thématique et sur chaque sujet RH. Et ça après ça fait vraiment la différence quand vous venez mettre, vos sujets, vos fils rouges et les sujets que vous voulez adresser. Et ça moi ça a vraiment, en tout cas c'est en ce moment et ça a été en tout cas ces derniers mois la clé de la voix que je porte en Codir. Et je pense que c'est hyper nécessaire pour pouvoir prioriser, bien adresser nos sujets. Et donc c'est vraiment ça, c'est de prendre la chaîne de valeur. Nous on a repris vraiment le temps passé en formation quand on arrive, le temps passé avec le parrain, etc. Et après avec le salaire moyen, de se dire bon bah voilà, s'il part au bout d'1 an, ça m'a coûté autant et le temps que je recrute. Et les sommes sont assez folles. Alors après, elles seront différentes de chaque enseigne selon le temps d'intégration et les salaires moyens, mais vraiment c'est un travail hyper important à faire et pas seul dans son coin, parce que pour moi je crois beaucoup au transverse et à mettre en tout cas la performance de vos boîtes dans la boucle. Et nous on avait un dire de perf en RH qui était très focus sur nous débriefer nos budgets, là où on en est. Et moi, je lui ai fait changer vraiment de lunettes sur non mais un budget, on sait tous le lire tant que tu nous formes bien sur une session. Et après, en fait, soit en valeur ajoutée, de modéliser tous ces sujets-là pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Ça, c'est vraiment pour moi très important de le faire. J'ai épuisé le temps de parler. Non, très rapidement, et je rejoins Charlotte, je pense que le vrai côté disruptif qu'on pourrait apporter, c'est ce qu'on se disait aussi lors de la préparation, c'est que j'ai l'impression qu'on cherche tous des moyens d'être disruptifs sur le marché de l'emploi, d'être disruptifs dans notre communication. Il faut déjà qu'on apprenne à être disruptifs dans nos organisations et d'avoir cette approche héroïste ou KPIste dans la fonction RH. C'est un truc qui vient de plus en plus et qui est nécessaire parce que le contexte aussi n'est pas le même, évolue de jour en jour, mais on doit se battre pour chaque euro. Moi j'ai un exemple en tête, c'est l'alternance. On n'est pas encore à l'objectif qu'on s'est fixé, on a des super exemples à suivre. Et pour autant, il a fallu qu'on aille en management team pays, en Codir, dire voilà, on doit être à 5%, on n'y est pas, donc on paye la CSA. Et puis, le jour où on sera au-delà des 5%, des 3% plus 10% tous les ans, on aura droit aux aides uniques, aux aides exceptionnelles. Donc en fait, on ne sera plus en train de payer, mais on va avoir une aide de l'État. Et en fait, on ne vous parle pas de milliers d'euros, on vous parle de millions d'euros. Ah, je peux dire, intéressant, en fait, les RH, c'est sympa. Donc, mais je te rejoins, et en fait, il faut qu'on mette des euros sur tout, pas que pour justifier, mais pour aussi montrer qu'on est des business partners. Hier, j'avais une discussion sur comment passer travailler chez IKEA du bas de page du site internet dans le menu. La question c'était, oui, mais c'est quoi tes KPI, c'est quoi ton objectif quanti-quali? C'est compliqué quand on parle de marque employeur pure, et pour autant, si on ne recrute pas, il n'y a pas de vendeur en magasin, et potentiellement on recrute aussi le futur des jeux. Donc, Et en fait, en parallèle, c'est ça aussi, moi, c'est aussi d'adresser aussi par le biais des organigrammes de remplacement, de montrer aussi qu'il nous manque déjà, on a déjà des trous dans la raquette maintenant, mais que les compétences de demain, on a aussi du mal à les recruter. Donc c'est aussi le parallèle entre les deux, et c'est exactement ce que tu dis Benoît, c'est KPI euro, et aussi de mettre du concret sur, tu vois, là tu cherches un leader produit depuis 3 mois, tu l'as pas en interne, tu as du mal à le trouver en externe, et tous les sujets en fait que nous on adresse en ce moment,
Plus on va être fort maintenant, plus on va préparer l'avenir de compétences qu'on ne connaît même pas encore ou qui vont arriver très vite. Donc c'est toujours ce parallèle-là entre concret, les euros, et ça, je pense que ça fait aussi la boucle dans nos entreprises. Je voulais rebondir sur business partner parce que c'est ma nouvelle touchline en disant mais moi je suis pas business partner en fait. Moi je suis business doer parce qu'en fait sans moi, si je recrute pas, si je forme pas, si je fais pas évoluer, il n'y a pas de business en fait. Voilà, donc c'était pour rebondir sur en fait non, je suis pas business partner, moi j'accompagne pas le business, je fais le business avec toi peut-être, mais voilà, et je trouve que c'est assez intéressant ce changement aussi de positionnement des RH. On parle de KPI, on parle de budgéter, on parle de se fixer des objectifs et c'est de se dire non mais en fait moi je suis pas une fonction support, en fait je suis pas une fonction administrative, ça c'était avant et évidemment c'est la base du métier, on en parlait avant de vouloir faire du développement RH, il faut que les collaborateurs soient payés et bien payés, il n'y a pas de débat là-dessus, voilà, mais en tout cas la base, le métier c'est effectivement comment tu veux faire du business aujourd'hui, surtout dans nos organisations, si on ne recrute pas, si on ne forme pas bien, si on ne fait pas évoluer, si on ne donne pas des perspectives. Donc non, je ne t'accompagne pas en fait, je ne t'accompagne pas dans le business, on fait le business ensemble en fait. Voilà. Donc ça c'était, je vous la prête, on n'est pas business partner, on est business doer. Gestionnaire du patrimoine humain. Voilà. Les mêmes gestionnaires, tu vois, gestion non. On a fait un tour d'horizon assez large. Quelle est la porosité entre clients, enfin entre les candidats et qu'est-ce que ça donne côté client? Qu'est-ce que ça donne quand c'est un client qui devient candidat? Comment est-ce qu'on fait pour repositionner le recrutement et la marque employeur comme étant dans la marque à part entière? Et comment est-ce qu'on se positionne vous vous positionnez vous dans votre job pour être au cœur du business? Il y aura un temps d'échange après, donc c'est pour ça qu'on va garder les questions-réponses pour la fin.